Bonjour à tous. Je vous propose avec Fabien, qui est juste à côté de moi, de vous faire un retour d'expérience sur la containerisation de l'usine logicielle qu'on a mis en place sur le projet Libon au sein d'Orange Valley. Donc quelques mots sur nous. Je commence par me présenter. Donc Jean-Louis Rigaud, je suis consultant chez Xebia. J'interviens principalement sur des missions autour d'expertise sur le continuous delivery et également sur des missions de coaching DevOps. Et dans le cadre de cette mission chez Libon, j'interviens un peu sur les deux aspects. Et j'ai beaucoup travaillé sur les aspects CI sur le projet Libon. Bonjour à tous, moi c'est Fabien. Ça fait 5 ans que j'ai rejoint Libon. Je travaille essentiellement sur le back-end et les API REST, mais j'ai un gros focus sur la qualité de code, la qualité des livrables, l'agilité aussi, et je suis maintenant donc tech lead de la plupart du projet Libon. Donc vous le verrez, ça implique pas mal de technologies et pas mal de choses. Ouais. Alors, juste quelques slides d'introduction pour vous expliquer ce qu'est Libon. Donc Libon, c'est une application développée donc, au sein d'Orange Valley, qui est une filiale d'Orange. Donc on travaille en mode startup avec des développeurs un petit peu de tous les bords. Donc vous allez voir donc, de l'Android, de l'iPhone, des API REST, mais aussi du coup de la VoIP, donc des choses un petit peu plus bas niveau, on va dire, donc du C, du Perl, des choses comme ça. Donc Libon vous permet d'appeler, donc des appels VoIP, app to app. Donc ça c'est très facile, c'est comme Skype. Et des appels donc VoIP out aussi, après réduit vers plus de 140 destinations. J'arrête là la pub, il n'y a pas de souci. Essayez là, il y a une nouvelle version qui arrive en production normalement à la fin de la semaine. Vous allez voir, c'est très facile d'utilisation et vous payerez bien moins cher que ce que vous pouvez payer avec votre opérateur aujourd'hui. Libon se voulait jusqu'à présent une application de communication unifiée. Donc on faisait aussi du chat avec le protocole XMPP et de l'échange de fichiers. Donc encore plus de technologie, vous allez le voir, c'est le point de cette présentation. Et comme je vous l'ai dit, c'est multiplateforme, donc des applis Android, iPhone et aussi web, donc du HTML5. Et tout ça synchronisé grâce à des API REST dont je suis le principal développeur. Alors, je vous avais dit, j'ai rejoint Libon il y a 5 ans, donc il était une fois il y a fort longtemps. Il n'y avait pas encore Docker, il n'y avait pas encore Mesos, il n'y avait pas encore Marathon. Donc on va parler du focus qu'on a voulu mettre sur la qualité de code, la qualité des livrables. Il y a 5 ans, je sais, c'est mal, il n'y avait aucun test, aucune intégration continue. Donc quand je suis arrivé, on a vraiment voulu mettre ça en place avec quelques Xebians qui sont arrivés en même temps que moi. Donc on a obtenu une machine d'intégration continue, on l'appellera Build 1 tout au long de la présentation. Et Build 1, comme dans tous vos projets, mais j'imagine, elle a exactement les mêmes briques que ce que vous pouvez avoir aussi vous chez vous. Donc Java, Jenkins, Nexus, SonarCube aussi pour la qualité de code. On continue. Du Git, bien sûr. Bon, on a fait du SVN il y a 5 ans, mais on est vite passé à Git et à GitHub, heureusement. Et là, on commence à voir arriver les stacks de tous nos projets. Donc on a commencé à pousser la qualité sur nos backends, sur nos API REST, donc on faisait du Java, du Maven très simple, du Tomcat, rien de compliqué, ça on peut le faire avec Jenkins très simplement. Mais on a essayé de convaincre au fur et à mesure les autres équipes de faire des tests, de commencer à faire de l'intégration continue. Donc on pense par exemple à l'équipe Android qui faisait pas du Maven, qui faisait du Gradle. Donc avec le SDK Android et le NDK aussi Android qui font quelques gigas. Donc à installer, c'est pas simple. On a aussi des développeurs front, donc on peut penser à Node.js, à NPM, Ruby, Python, du C, du Perl, avec Cpan. Et puis il y a tous les services aussi, parce qu'effectivement, on fait des applications en Java, mais on a besoin de services comme Redis, comme Kafka, comme Cassandra, MySQL, Oracle, et j'en passe. Et bien sûr aussi, quand on fait du front, Firefox et Chrome. Donc vous le voyez, énormément de technologies sur une seule machine. Effectivement, on fait de la qualité, on fait du code, mais maintenir cet environnement, c'est très compliqué, comme vous pouvez vous en douter. Donc, quelles sont les difficultés qu'on a avec une machine comme ça, mutualisée avec toutes les équipes?
Les mises à jour OS, on peut oublier, puisque ça signifie un downtime de la machine, et ça signifie que du coup, la plupart des développeurs, 80 environ sur le plateau, seront mécontents, puisqu'ils ne peuvent pas avoir leur branche ou leur master testé. On peut avoir des problèmes aussi sur les librairies système. Je vous ai dit que côté VoIP, on faisait du C, par exemple, donc il peut y avoir des incompatibilités entre deux équipes qui veulent une librairie système différente. On parlait de FFmpeg tout à l'heure, par exemple, ça peut être une des dépendances différentes. Les versions de SDK. Donc ça, on peut le gérer avec Jenkins, mais vous savez que c'est vite un cauchemar. Donc par exemple, sur Android, il y a encore pas très longtemps, on était obligé de builder avec un JDK 7. Et on est déjà passé à un JDK 8 sur nos API REST. Vous avez vu qu'on a installé des Cassandra, un Cassandra, un Oracle, un MySQL. Comment on fait lorsqu'on veut builder plusieurs branches en parallèle, alors qu'on a un seul Cassandra, un seul Oracle, un seul MySQL? Du coup, on gère ça au niveau du code, en mettant des schémas particuliers, des keyspaces particuliers pour Cassandra pour chacun des builds. Donc ça permet de mutualiser. Mais ça veut dire qu'on retrouve cette complexité au niveau du code. Et bien sûr, du coup, on a aussi des problématiques de ressources, puisque vous l'avez vu, on a énormément de choses, énormément d'équipes. Lorsqu'on commence à avoir 10 runs en parallèle sur la machine, elle est complètement sous l'eau, quelle que soit la puissance qu'elle est. Et bien sûr, sur une configuration comme ça, le risque de défaillance est vraiment à prendre en compte, parce que si vous perdez la machine, vous perdez tout votre pipeline d'intégration continue. Donc on le voit, il y a quand même pas mal de choses à voir. Et aussi, on peut avoir des besoins spécifiques à gérer. Je vous l'ai dit qu'on ne pouvait pas facilement mettre à jour l'OS. Imaginons qu'on ait un nouveau besoin. Donc, je vous ai dit qu'on faisait du XMPP. Donc, le serveur XMPP est codé en Erlang. Mais il a besoin d'un noyau, d'un kernel récent pour tourner, quoi. Donc, ce qu'on a imaginé, c'est qu'on a rajouté une nouvelle machine, elle à jour avec la dernière CentOS. Et du coup, on a pu installer Erlang dessus. Pas de souci, on fait tourner nos tests, mais ça reste donc des besoins spécifiques sur une machine spécifique. Donc un Jenkins slave, tout le monde l'a déjà expliqué, je ne vais pas rentrer à nouveau dans ces détails-là. Comme vous le comprenez, du coup, si on rajoute une machine à chaque besoin, ça fait toujours plus de complexité. Et de plus, vous l'avez vu, les runtimes ne sont pas installés sur chacune des machines, donc l'une peut être surchargée, l'autre sous-utilisée. Les versions OS différentes aussi font que la maintenance est encore plus difficile et qu'il peut y avoir des écarts entre les packages installés sur les différentes machines. Un JDK 1.8 58 par exemple et un 72 sur l'autre machine. Donc ça peut introduire des problèmes de reproductibilité sur les différentes instances. Je vais laisser la place à Jean-Louis qui va vous montrer comment on a résolu la plupart de ces problèmes. Tout le monde entend, hein? Donc là, c'était un petit peu l'historique. Moi, je suis arrivé à peu près à ce moment-là sur le projet. Et on commençait à avoir donc différents besoins vraiment spécifiques. On voyait que jusqu'à aujourd'hui, on ajoutait des machines pour les besoins spécifiques. On ne réutilisait pas forcément bien toutes les ressources qu'on avait dédiées à notre environnement de CI. Et puis c'était pas une solution qui était pérenne dans le temps, tout simplement parce qu'on n'allait pas ajouter à l'infini des machines pour chaque nouveau besoin. Donc on s'est posé autour d'une table, et moi j'avais déjà une petite expérience sur Docker, j'avais des retours d'expérience sur Mesos et Marathon qu'on avait déjà pu expérimenter sur des projets chez Xebia. Je savais qu'il y avait possibilité de bien gérer des clusters de ressources et qu'on pouvait déployer un cluster de CI sur une infrastructure s'appuyant sur Mesos. Donc on a démarré avec des nouveaux outils. Donc on a gardé l'instance de Jenkins qu'on avait. Et autour de ça, on a commencé à introduire Docker. Je ne vais pas vous présenter Docker. Mais à côté de Docker, on a utilisé Mesos. Donc Mesos qui nous a permis d'opérer l'ensemble des services, et on le verra par la suite, des slaves à la demande de Jenkins. Donc avoir une capacité de gérer des ressources finalement à la demande, à la fois pour un ensemble de services. Mesos qu'on a couplé avec le framework Marathon, qui lui nous permet de déployer les services.
Et on a également 2 autres briques pour la partie Service Discovery, qui sont, donc on a un proxy qui est HAProxy, qui est plugué avec un petit outil qui s'appelle Bamboo, qui permet qui va s'abonner aux événements de marathon. Donc si vous avez vu les présentations tout à l'heure du DCOS, vous allez retrouver des choses assez similaires. Bamboo permet de récupérer tous les services qui ont été déployés, toutes les tâches Mesos qui ont été déployées au sein de Marathon. Et grâce à ces événements, il va pouvoir mettre à jour la configuration du proxy qui est HAProxy pour le coup. Donc on va voir. Donc ça, c'est les différents outils qu'on a utilisés. On va voir comment on les a mis en place au sein de notre architecture. Donc un cluster Mesos, le cluster Mesos qu'on a mis en place sur l'environnement TI ressemble à ça. Donc on a un Mesos master et un ensemble de Mesos slave. Comme vous avez pu le voir tout à l'heure, on avait 2 machines. Donc on a utilisé les 2 machines qu'on avait. Sur une, on a mis un Mesos master et un Mesos slave. Et sur la deuxième, on a mis un second Mesos slave. Au-dessus de ce cluster Mesos, on a déployé 2 frameworks. Le framework Marathon dont je vous parlais juste avant, qui va nous permettre de déployer les services. Et on a utilisé le framework Jenkins Scheduler, qui est un plugin Jenkins. Donc si vous cherchez le plugin Mesos pour Jenkins, c'est celui-ci qu'on a utilisé. Donc vous pouvez le déployer très facilement et le connecter sur un cluster Mesos. Une petite vue un peu plus détaillée de la manière dont fonctionne Marathon pour déployer des services. Comme vous l'avez vu tout au début, on avait donc la stack classique Jenkins, Nexus et Sonar. Et autour de cette stack classique, on faisait des tests d'intégration qui avaient besoin d'instances de Redis, du Cassandra, du Oracle, etc. Tous ces services, on les a containerisés. Donc soit on les a containerisés, soit on a réutilisé des images officielles et on les a déployés grâce au framework Marathon. Donc Marathon expose une API, donc on peut déployer sur cette API qui va communiquer avec le Mesos Master pour connaître les ressources disponibles au sein du cluster. Puis une fois qu'il aura déterminé un slave au sein du cluster dans lequel il peut déployer son service, il va aller demander à l'exécuteur qui se trouve sur le Mesos Slave de déployer ce service. Et pour ça, il va utiliser le démon Docker qui se trouve sur chacun des slaves. Donc ça nous a permis à la fois de déployer les services qui sont utilisés par nos tests d'intégration, mais également ça nous a donné l'opportunité de déployer des services comme Dashing pour pouvoir faire des dashboards. Alors je ne sais pas si vous connaissez Dashing, c'est un petit outil qui permet de faire des dashboards. Donc aujourd'hui, on est capable de déployer des Dashing très simplement et d'avoir une multitude de dashboards, chose qu'on ne pouvait pas forcément faire simplement avant. On a également déployé un outil pour avoir de la documentation sur nos API, s'appuyant sur Swagger. Et on verra par la suite, on a aussi utilisé Marathon pour déployer une registry Docker afin de pouvoir stocker toutes les images Docker qu'on a utilisées. Donc une vue du nouveau cluster s'appuyant sur cette stack. Donc par la même occasion, on a eu l'opportunité de récupérer une nouvelle machine qui s'appelle Buildfiler 1, que vous pouvez voir sur la droite. Donc vous allez retrouver toutes ces couches Mesos, HAProxy, Bamboo et Docker. On a managé entièrement l'infra avec des modules Puppet. Et là, on va retrouver la même organisation que celle qu'on avait avant, donc avec des services qui sont toujours déployés from scratch sur les machines. Donc la stack Java, Jenkins, SonarQube et le Nexus. On en a profité pour rapatrier le Nexus sur la machine Buildfiler 1 parce que cette machine avait un disque plus volumineux et on commençait à avoir des problématiques de stockage de données persistantes. Donc on a rapatrié le Nexus sur ce nœud. Quelques mots sur la registry. Je vous parlais d'images Docker. Ces images Docker, il faut donc, soit on peut réutiliser les images qui sont disponibles sur le Docker Hub, donc des images officielles. Dans certains cas, on n'a pas pu utiliser des images qui se trouvaient sur le Docker Hub, donc on a dû les construire. Et ensuite, on peut builder l'image. Après, il faut être capable de la pusher quelque part. Donc on a mis en place une registry privée au sein de notre cluster Mesos. Pour ça, on a utilisé le conteneur
l'image officielle de la Docker Registry et on l'a simplement déployé sur Marathon avec un petit fichier de description. Ce qu'on a mis au-dessus, c'est qu'on a géré la sécurité en faisant de la configuration TLS. Donc toute la couche transport est sécurisée avec du TLS et on a ajouté l'authentification LDAP. Donc on doit s'authentifier pour pouvoir utiliser notre registry, donc pour à la fois faire des pulls et des pushes. Donc cette registry, c'est le premier conteneur qu'on a déployé au sein de notre nouvelle infrastructure de CI clusterisée. Donc pour les mêmes raisons que je disais par rapport à Nexus, on l'a mis sur la machine Buildfiler 1, parce que c'était la seule machine qui avait vraiment un disque volumineux sur laquelle on pouvait stocker des données persistantes. Je vous parlais de la manière de configurer un service par rapport à la registry. Pour ça, on utilise donc Marathon pour déployer. Marathon a une API, et en fait, à cette API, on va pouvoir lui passer un petit fichier JSON qui va contenir toute la description du service qu'on souhaite déployer. Donc déployer un service avec Marathon, c'est très simple. Il suffit de renseigner toutes les informations nécessaires au sein de ce fichier JSON. On va retrouver les informations liées à l'image Docker. Donc là, par exemple, vous voyez qu'on utilise une image qui vient de notre registry privé et qui s'appelle démo sur le namespace Libon. On va retrouver toutes les informations liées à la gestion des volumes, le mapping de port, mais également des informations liées aux ressources. Donc, vous savez très certainement que quand vous faites du Docker Run, vous n'êtes pas obligé de définir les ressources que vous allez utiliser au sein de ce conteneur. Avec Marathon, Marathon vous impose à déterminer en termes de CPU et de mémoire les ressources qui vont être nécessaires pour votre service. Donc c'est un bon exercice parce que finalement par rapport à l'environnement CI qu'on avait avant, finalement tout était déployé sur la même machine, les ressources étaient complètement mutualisées. Là on pouvait vraiment manager plus finement les ressources qu'on pouvait allouer à chaque service. Le fichier de configuration Marathon, il permet également d'ajouter une partie health check que vous pouvez voir tout en bas. Ça permet de s'assurer que le service est bien toujours up. Donc on a différents types de health check, on peut le faire avec des commandes ou en faisant des requêtes HTTP et en regardant qu'on a bien un code 200 en retour. Donc maintenant qu'on avait mis en place cette registry, on a été capable de développer nos propres images de services qu'on a pu builder, puis pousser dans cette registry et ensuite déployer sur notre nouvelle CI clusterisée. Donc tous les services que vous aviez tout à l'heure qui étaient déployés directement sur la machine, maintenant vous allez les retrouver containerisés et ils vont être déployés sur n'importe quel nœud du cluster. Donc des services vraiment spécifiques à Libon, comme l'API Doc. On a utilisé un outil qui s'appelle ZKUI pour pouvoir administrer le Zookeeper qui est utilisé par Marathon. Mais on va retrouver aussi toutes les instances, tous les services qui sont utilisés par nos tests d'intégration, donc Oracle, Redis, etc. Il y en avait d'autres encore. Je continue. Et donc, Jean-Louis n'en a pas parlé, mais effectivement, la problématique de mutualisation des services dont je vous parlais tout à l'heure, avoir le même Oracle pour tous les tests, le même Cassandra, on peut le résoudre grâce à ça. Donc, on peut déployer un Oracle, un Cassandra pour chacun des jobs qu'on a et utiliser le même schéma partout ou le même keyspace partout, quoi. Donc, plus besoin de modifier son code pour être compatible avec notre intégration continue. Pour la petite astuce, par rapport à ces multiples instances de services, on a utilisé le plugin Port Allocator de Jenkins qui permet de créer des pools de ressources. Donc on est capable de lancer autant de services qu'on veut. On va juste exposer sur un port de service spécifique et ensuite renseigner ce port de service dans le plugin Port Allocator, ce qui nous permet d'avoir des pools de ressources qu'on est capable de dimensionner en fonction du nombre de builds qu'on a en parallèle.
Donc là, on a vu la partie framework Marathon qui nous permet de déployer des services au sein de notre environnement CI. Maintenant, on va voir le deuxième framework qu'on utilise au sein de cette CI, qui est le plugin Mesos, qui permet de créer un nouveau framework pour Mesos, qui est le framework Jenkins Scheduler. Donc là, on va se retrouver avec exactement le même workflow. Le Jenkins Scheduler est installé sous la forme d'un plugin. On va le configurer pour qu'il pointe vers notre Mesos Master. Et il va avoir la capacité de créer à la demande des slaves Jenkins basés sur des images Docker. Donc des images qu'on va appeler des images de build. Donc on va avoir la capacité d'avoir une multitude de slaves avec des runtime spécifiques, sans limite. Donc ça résout complètement les problématiques qu'on avait juste avant à avoir plusieurs versions de JDK à utiliser en même temps. Maintenant, on va avoir plusieurs images avec des JDK différents et on va utiliser le slave correspondant au build qu'on souhaite faire. Donc même scénario, le Jenkins Scheduler va aller demander au Mesos Master où sont les ressources disponibles dans le cluster. Le Mesos Master va lui répondre, va lui dire tu peux déployer ton slave Jenkins sur ce slave Mesos. Il va aller ensuite notifier ce slave Mesos, l'exécuteur qui se trouve sur ce slave Mesos, qui va déployer le conteneur Docker à partir en utilisant le démon Docker qui se trouve sur le slave. Et on va voir ce Jenkins slave qui va, donc vraiment à la demande, qui va se connecter au Jenkins Master automatiquement et dans lequel on va pouvoir builder notre application. Donc pour l'ensemble de ces slaves, on a créé donc un ensemble d'images de build. On a commencé par créer une image de build de base qui va contenir donc à la fois Java, parce qu'on a besoin pour qu'un slave, pour pouvoir connecter un slave Jenkins à notre master, on a besoin d'avoir cette JVM, parce qu'en fait on va devoir exécuter le script slave.jar. Et ensuite, donc dans cette image build tools de base, dans laquelle on va avoir du Java, du Maven, du Git, on va hériter de cette image pour construire d'autres images spécifiques en fonction des projets qu'on souhaite builder. Donc là, vous allez retrouver dans la petite arborescence qui est sur le côté à peu près toutes les images de build qu'on a actuellement sur le projet, qui nous permet de construire quasiment tous les projets qu'on a aujourd'hui sur Jenkins. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que avec le Jenkins Mesos plugin, un slave, c'est une image Docker. Et il n'y a aucune difficulté supplémentaire à utiliser un slave qui est géré avec ce plugin qu'avec n'importe quelle autre instance de Jenkins, tout simplement parce qu'on va utiliser les labels pour pouvoir dire je souhaite utiliser ce slave ou un autre, comme vous le feriez si vous aviez un Jenkins avec un master et plusieurs slaves physiques. L'autre avantage, c'est que les ressources, elles vont être, on va avoir une sorte de GC qui va permettre de nettoyer automatiquement les ressources quand elles ne seront plus utilisées. Donc on a un time to live sur les slaves. Donc quand ils ne sont plus utilisés, eh ben, ils vont disparaître automatiquement et être nettoyés. Les conteneurs vont être supprimés du cluster. Donc ça permet de garder toujours des ressources disponibles dans le cluster. Donc voilà la nouvelle architecture avec l'ensemble de ces slaves containerisés, ces slaves de build. Donc là, vous pouvez voir que on est capable de builder avec des slaves qui vont être déployés à peu près où on veut dans le cluster. Et on n'a plus aucune adhérence aux machines physiques qui sont derrière. Donc comme je le disais juste avant, les slaves, quand ils ne sont plus utilisés, les conteneurs sont automatiquement supprimés. Pour aller un petit peu plus loin, donc je vous ai parlé de Marathon. Donc Marathon a une API. Pour pouvoir déployer un service avec Marathon, il y a pas mal de choses à faire. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a bootstrappé ça avec une petite application qu'on a appelée Build Machine, qu'on a développée en Go, qui nous permet à la fois de construire facilement nos images de build, donc qui va communiquer avec le démon Docker, donc qui va en gros faire du build, du tag, et du push sur notre registry. Et on a également utilisé ce même binaire build machine pour pouvoir déployer nos services. Donc le déploiement de service avec donc le deploy, par exemple, on a différentes stratégies de déploiement. On peut faire du rolling restart ou on peut faire du stop start, par exemple.
on va juste lui indiquer quel est le service qu'on veut déployer, il va aller récupérer automatiquement le fichier de configuration Marathon. L'autre avantage de ce binaire build machine, c'est qu'il est, il est en Go, il est complètement autonome, et on l'a déployé dans notre machine, dans notre image de build de base BuildTools. Donc il est accessible depuis n'importe quelle image de build. Donc aujourd'hui, on est capable de construire nos images de build avec nos images de build et de déployer aussi avec ces images de build en utilisant ce binaire. Binaire qu'on peut aussi réutiliser sur le poste de travail de n'importe quel développeur peut utiliser ce binaire. Petite démo. Tu veux la faire? Je l'ai fait. Alors je suis désolé, c'est pas mon laptop, donc il n'y aura pas de code. On va faire tout avec le navigateur. Mais on va essayer de vous montrer quand même un petit peu à quoi ça ressemble. Donc là, je pense que vous voyez absolument rien. Perdu. Qu'est-ce qu'il m'a fait? D'accord. Je suis revenu en arrière. Alors, donc ça, c'est notre Jenkins. Tu veux... On va juste vous montrer là sur un projet qui s'appelle Démo, du coup, la façon dont on le build sur notre intégration continue. Donc on build à la fois le projet, mais aussi l'image qu'on push sur notre registry, et comment aussi, à partir de Jenkins, on déploie cette nouvelle image sur Marathon. Donc j'ai deux petits jobs sur Jenkins, un qui va me permettre de builder mon application. Donc mon application, ça va être un service containerisé, donc en fait il va me construire mon image Docker, puis la pousser sur la registry, et après j'ai un deuxième job de déploiement qui lui va déployer sur Marathon mon service. Donc là je vais juste le lancer, donc je vais le builder, on va regarder ce qui se passe. Donc là, vous voyez qu'il essaye de trouver un slave qui s'appelle Demo. Donc il ne trouve pas de slave avec le label Demo. Donc en fait, le framework Jenkins Scheduler va créer une nouvelle tâche Mesos correspondant à ce slave. Et une fois que la tâche Mesos se sera configurée, le slave va apparaître. Donc là, c'est ce qui vient d'arriver. Donc si j'affiche la console, on va voir le build se faire. Donc là, c'est un build d'image. Vous allez voir que dans les logs, on utilise le binaire dont je vous parlais juste avant, build machine. Donc là, on a le checkout du projet. Et donc là, vous voyez la commande build machine. Donc très simple, build machine, on a un build machine build. On est en verbose pour pouvoir les logs Docker. Et ensuite, on lui indique qu'on veut pusher, l'option push. Le projet qu'on souhaite, donc le nom du projet, donc qui va nous permettre de construire le nom de l'image, et où se trouve le Dockerfile. Une fois que le build est fait, on a un petit pipeline qui lance automatiquement le déploiement, qui à mon avis est déjà terminé. Et si on va dans Marathon, alors là, un peu de monde. Donc là, vous voyez qu'il y a une nouvelle application démo qui a été déployée. Ouais, d'ailleurs. Il n'a pas réussi à faire. Ah si, ça y est. Donc voilà, qui a démarré il y a donc 2 minutes. Oula. Qu'est-ce qu'il fait là? Alors, je vous parlais de Bamboo tout à l'heure. Bamboo, ça nous permet de faire les liens entre nos services. Donc ça gère toute la partie Service Discovery. Ça fait la configuration d'achat proxy. Ça permet aussi de gérer des ACL pour tous les aspects DNS. Donc là, vous voyez qu'il y a une petite... Bon, je ne sais pas si vous voyez très bien, je vais essayer de l'agrandir. Là, vous voyez que pour démo, on a une ACL qui permet de rediriger vers demo.build.libun.com. Donc là, automatiquement, donc là, l'application n'était pas déployée. Normalement, il a dû la déployer. Elle devrait être live. Oui, elle est bien démarrée. Je pense que c'est juste le réseau qui est un petit peu long. Donc on va voir si l'application est live. Ça a l'air de marcher. Donc voilà, donc là vous voyez que l'application a bien été déployée. Donc l'application, vous retrouvez la tâche dans Marathon. Et la règle qui doit se trouver, c'est le truc qui est à l'envers. Voilà, ici.
Donc là, ça permet de faire le lien avec une ACL pour pouvoir rediriger vers le bon service. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que... J'ai plus le GitHub là. Je sais pas si on a le temps. On va être un peu court. Alors, dans la nœud où je voulais vous montrer une modification et que ça redéploie, je ne vais pas le faire. Par contre, ce que je peux vous montrer, c'est qu'on peut aussi faire scaler nos services très facilement avec Marathon. Donc là, par exemple, je peux mettre 10 instances. Donc je vais avoir 10 instances de ma démo. Il va me déployer ces 10 instances sur l'ensemble du cluster. Donc très simplement. Et si on va voir l'application, dès qu'on aura des nouvelles instances, on verra qu'il va... donc en faisant du round robin, vous verrez que l'identifiant, le hostname, là, correspond à l'identifiant du conteneur. Donc là, on a bien nos 10 instances. Donc même chose, très simple. C'est vraiment très simple de faire scaler une application avec Marathon. On revient sur la présentation. Merci Jean-Louis. Donc la démo est faite, mais du coup il me reste encore pas mal de choses à faire sur cette plateforme. Vous l'avez vu, on a encore notre Jenkins, notre Sonar, notre Nexus qui sont installés en dur. Donc on a commencé à penser industrialisation de la plateforme. La première chose qu'on a voulu faire aussi, il y avait un nœud qui était un peu asymétrique par rapport aux autres, sur lequel il y avait le master Mesos et le slave Mesos aussi. Donc nos ops en production utilisant des VM avec VMware nous ont gentiment mis à disposition une VM dans laquelle on a mis notre master et on a gardé nos instances physiques comme des slaves uniquement pour builder. Donc on a maintenant des machines qui sont totalement identiques et totalement symétriques. On a aussi réorganisé les modules Puppet pour pouvoir avoir des profils master et slave pour pouvoir aussi manager le master très simplement. Donc juste ajouter par rapport à ça, c'est qu'aujourd'hui on est capable de faire grossir le cluster très simplement. Il suffit d'ajouter une machine, d'appliquer le rôle master ou slave dessus, et ça va nous faire... donc on a vraiment on a séparé le capacity management de la plateforme avec le déploiement des services qu'on fait dessus. Donc ça donne ça. On ne va pas s'attarder beaucoup dessus. Donc vous voyez, c'est symétrique. Au passage, on voit qu'on a récupéré encore plus de machines. On est content. Donc c'est des machines avec du stockage. Vous voyez, donc Billfiler 1, 2, 3 et 4. Donc sur lesquels on va pouvoir déployer tous nos services qui nécessitent des données persistantes. On va voir comment juste après. Donc c'est vraiment la gestion des données qui nous intéresse ici. Donc c'est pour ça aussi qu'on avait repoussé la containerisation de Jenkins, Sonar et Nexus, parce qu'on ne savait pas vraiment où déployer nos données. Si on les mettait sur un seul nœud, du coup, si le nœud venait à tomber, du coup, on perdait toutes nos données persistantes. Donc on a commencé à lister les données qu'on avait. Donc on a établi deux catégories, deux types de données. Donc les données de cache. Donc on peut penser au Docker Cache, au Maven Repository local, NPM, Gradle, tout ce que, si jamais on supprime, on peut reconstruire à partir des données persistantes. Donc les données persistantes, c'est quoi? C'est la registry, c'est Jenkins, c'est Sonar, c'est Nexus pour les dépendances Maven et Gradle, et des applications un peu plus spécifiques comme le dashboard où on a du monitoring de certaines applications. Donc on veut conserver ces données-là ad vitam aeternam. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a mis en place GlusterFS qui a déjà été introduit lors de certaines présentations avant. Donc je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais ça permet de mutualiser les capacités de stockage des nœuds du cluster. Les nœuds évidemment qui ont des capacités de stockage, build 1 et build 2 n'avaient pas suffisamment de données pour être inclus dans ce listing-là. Et ça nous donne un volume répliqué et distribué qu'on peut monter. Donc on a créé un point de montage qui s'appelle /shared sur chacune des machines, y compris build 1 et build 2. Et on y accède comme n'importe quel volume sur Linux, quoi. Donc pas de souci. Donc au final, on avait 1,6 Tera disponible, répliqué et distribué. Donc ça donne ça. Donc on voit la couche GlusterFS en dessous, donc appliquée avec des serveurs GlusterFS sur Billfiler 1, 2, 3 et 4, et des clients GlusterFS sur l'intégralité des machines. Donc maintenant, on est capable de mettre des données sur ce volume et d'y accéder depuis n'importe où. Depuis n'importe quelle machine. Et donc, ce qu'on a fait, ce qu'on s'est empressé de faire, c'est de containeriser ce qui restait. Donc Jenkins, Nexus et SonarCube, et la registry aussi, qui est encore sur Billfiler 2, mais qui peut être déployée n'importe où.
Donc on est content, on n'a plus rien en dur à part Docker, Bamboo, HAProxy et Mesos, donc qui sont puppetisés. Donc comme l'a dit Jean-Louis, on peut rajouter des nœuds master ou des nœuds slave sans aucun effort. Alors, quelques phases d'amélioration de l'architecture quand même. On se rend compte dans cette architecture que notre registry privé, qui avait qu'une seule instance jusqu'à présent, devient vraiment un point faible, un SPOF comme on dit. Donc ce qu'on a fait simplement, la registry et l'image Docker, l'image officielle, permet très facilement de mettre en cluster une registry. Il suffit de mettre une secret key dans la configuration qui est la même pour les deux instances et de mettre le même pass, donc maintenant le /shared /docker registry par exemple, et vous pouvez scaler votre registry. Donc là, on devient beaucoup plus résilient. Si jamais le nœud sur lequel il y avait ma première registry qui tombait, on était un petit peu embêté parce qu'il fallait attendre que la registry soit redéployée par Mesos ailleurs sur le cluster pour pouvoir redéployer potentiellement les autres services qui nécessitaient la registry pour obtenir leur image. Je ne sais pas si je suis clair. Autre chose, le Docker Hub peut être lent. Donc pour ça, Docker propose quelque chose de très bien. L'image officielle de la registry permet de la configurer en mode miroir. Donc c'est juste un paramètre à rajouter dans la configuration et l'instance passe en mode miroir plutôt qu'être une registry privée. Donc là on a fait la même chose, on a déployé deux nouvelles registries en mode miroir qui ensuite on a configuré nos Docker Engine pour accéder à ces miroirs plutôt que Docker Hub. Donc on a gagné, avec ça, je crois qu'on a gagné un facteur 2, il me semble, sur les performances de pool. Ce qui est déjà pas mal. Et enfin, une petite astuce toute bête aussi, jusqu'à présent, donc vous l'avez vu, notre registry est accessible sur registry build libon.com, que ça soit en dev ou en CI, et donc en CI ça pouvait poser un problème puisqu'on passait par internet pour accéder à notre registry, donc https registry build libon.com. Donc là, juste petite chose, on a rajouté une entrée dans notre TC host pour dire que registry build libon.com c'était localhost. Donc qu'est-ce que ça fait du coup, au lieu d'aller sur internet, on va les taper sur le HAProxy local à la machine, au slave, qui va ensuite résoudre registry build libon.com et rediriger vers la bonne machine où est déployée la registry. Donc sur ça, on a gagné, je crois, un facteur 4, il me semble. Donc là, je vous montre juste. Donc on a mis en cluster la registry et on a rajouté des registry mirror aussi. Donc c'est juste des conteneurs de plus à rajouter. Je laisse Jean-Louis. Donc là, c'est la plateforme qu'on a actuellement de CI chez Libon. Aujourd'hui, on a encore des petites choses qu'on peut encore améliorer pour avoir une plateforme encore plus résiliente. Sur la registry, sur laquelle on a déjà pas mal travaillé, pour l'instant, on n'a pas de système de... Donc on a de l'authentification qui est gérée avec un LDAP, mais par contre, on n'a pas d'autorisation. Donc on a commencé à regarder des outils comme Portus pour nous permettre d'avoir ce système d'autorisation, donc par repo, par équipe, etc. Même chose aujourd'hui avec le plugin Mesos Jenkins, on est obligé de créer une image BuildTools de base qui contient Java. Pourtant, alors comme je ne sais pas si tout le monde a vu la présentation de Nicolas juste avant, Nicolas avec son plugin offre la possibilité de réutiliser des images directement depuis le Docker Hub. Donc on est en train de regarder pour peut-être explorer cette voie-là, pour ne pas avoir à recréer nos propres images de build, mais peut-être réutiliser les images qui sont déjà dans le repo, dans le Docker Hub. Dernier point, éliminer les derniers SPOF. Comme vous avez pu le voir aujourd'hui, on n'a qu'un seul master sur la plateforme. Donc on est sur un environnement de CI, donc c'est pas très grave que ce soit pas en haute disponibilité. L'idée, ça serait de mettre la CI en haute dispo pour supprimer ce dernier SPOF. Donc passer sur un cluster de master, au moins, donc avoir au moins 3 masters. Et le dernier point qui est sûrement le plus important à nos yeux, c'est qu'aujourd'hui, ça fait 1 an et demi quasiment qu'on utilise notre CI containerisé, c'est-à-dire qu'on utilise des conteneurs à la fois pour nos services qui sont déployés en CI et pour builder nos applications. On commence à containeriser les applications qu'on veut pousser jusqu'en production. L'objectif, c'est vraiment de capitaliser sur toute l'expérience qu'on a acquise sur cette CI pour aller jusqu'en production avec nos services, notamment sur la partie back-end API,
aller jusqu'en production avec des conteneurs et avec des outils d'orchestration qu'on a pu tester et éprouver sur cet environnement TI. Je crois qu'on a terminé. Tu veux ajouter quelque chose ou... Non, je crois qu'on a terminé. On a terminé. Il nous reste 0 secondes. Merci. Alors, on a le temps pour quelques questions. Est-ce que vous avez quelques questions? Ouais. Oui. On va pas pouvoir en faire beaucoup. Bonjour. Aucun moment dans la presse vous avez évoqué la sécurité. La sécurité, c'est-à-dire l'accès donc à Jenkins, toutes ces choses-là. Non, prendre des images comme ça sur le hub. Donc c'est quelque chose, donc on utilise les images officielles sur le hub, effectivement. Donc on reste dans un environnement de CI, on rebuild nos images très très régulièrement. Effectivement, on fait attention à la sécurité, et c'est un point qu'on doit vraiment adresser avant d'aller en production. Donc c'est quelque chose qu'on est en train de regarder encore, notamment sur notre registry aussi, tout ce qu'on a pu présenter avant lors des précédentes présentations, tout ce qui permet d'analyser les points faibles d'une image ou autre. Pour l'instant, on n'a pas travaillé dessus, effectivement. Juste peut-être pour compléter au niveau sécurité, il y a 2 niveaux. Donc sur les services, on essaye d'utiliser au maximum les images officielles. Donc prendre les images qui sont sur le hub, les mettre à jour quand il faut. Ce qu'on ne vous a pas montré, c'est qu'on est en force pool systématique. Donc c'est-à-dire qu'on va, soit on fixe les versions, soit on récupère les dernières pour être sûr de, disons pas les dernières, mais au moins s'il y a eu des patchs de sécurité faits sur la version, être sûr de récupérer la version mise à jour sur le hub. Côté image de build, on a une image de base qui est basée sur une CentOS, qui est la même version que celle qu'on a installée sur toutes nos machines physiques. Donc ça nous permet d'avoir les mêmes mécanismes de mise à jour de package, que ce soit dans notre image de build de base ou sur les machines au sein de nos environnements. Donc ça permet de ne pas avoir des niveaux de sécurité différents à manager.